Imagine une guerre sans déclaration officielle. Pas de frontières clairement franchies au petit matin, pas deux armées en uniforme qui s'observent de part et d'autre d'un champ de bataille, pas de bataille décisive à la fin de laquelle un vainqueur occupe la capitale de l'adversaire et impose un traité. Imagine plutôt une explosion dans une ville, une embuscade sur une route, une vidéo de propagande diffusée en ligne, une attaque menée par un petit groupe mobile contre une armée beaucoup plus puissante. Un adversaire qui n'a pas d'État reconnu, pas toujours de territoire stable, pas de diplomatie classique, mais qui possède une idéologie, des réseaux, des recrues, des financements, une stratégie de communication, parfois une capacité de contrôle local. C'est cela qui rend les guerres contemporaines difficiles à comprendre. Elles ne ressemblent pas toujours à l'image traditionnelle de la guerre. Pendant longtemps, dans l'imaginaire classique, la guerre semble opposer des États. Un État déclare la guerre à un autre État. Des armées régulières s'affrontent. Les soldats portent un uniforme. Les fronts sont plus ou moins identifiables. La guerre a un début, une durée, une fin. Elle peut se terminer par une victoire militaire, un armistice, un traité de paix, une modification de frontières. Mais depuis le XXe siècle, et plus encore depuis la fin de la guerre froide, cette image ne suffit plus. Elle n'a pas disparu, bien sûr. Les guerres interétatiques existent encore. Les États restent des acteurs majeurs des conflits. Les armées régulières, les frontières, les alliances militaires et les rivalités de puissance n'ont pas quitté l'histoire. Mais à côté de ces formes classiques se développent, ou plutôt se renforcent, des formes de violence qui brouillent les repères. Guerre civile, guérilla, insurrection, terrorisme, conflits asymétriques, violence transnationale, intervention extérieure contre des groupes armés non étatiques. Le mot important ici est irrégulier. Une guerre irrégulière ne signifie pas une guerre désordonnée ou incompréhensible. Elle signifie une guerre qui ne correspond pas complètement aux règles, aux formes et aux acteurs de la guerre régulière. Dans une guerre régulière, on imagine des forces armées institutionnelles, rattachées à des États, avec des chaînes de commandement, des uniformes, des règles d'engagement, des fronts, des batailles. Dans une guerre irrégulière, on retrouve au contraire des modes d'action plus dispersés, plus mobiles, souvent plus difficiles à identifier. Embuscades, attentats, sabotage, guérilla, propagande, opérations dans les villes, attaques contre des civils, utilisation du cyberespace, fragmentation des groupes armés. Il faut tout de suite faire attention à une erreur fréquente. Les guerres irrégulières ne sont pas entièrement nouvelles. Les armées de Napoléon, par exemple, ont déjà été confrontées à la guérilla en Espagne. Le mot lui-même vient de l'espagnol guerra, la guerre, avec l'idée de petite guerre, c'est-à-dire une guerre faite de harcèlement, de mobilité, d'embuscade, de refus de la bataille frontale. Des formes de guerre irrégulières existent donc depuis longtemps. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est leur place dans le monde contemporain. Elles sont amplifiées par la mondialisation, par la circulation des armes, par les États fragiles ou effondrés, par les réseaux financiers clandestins, par les médias, par Internet, par les réseaux sociaux, par les migrations de combattants, par la diffusion rapide des images et des discours. Une attaque locale peut avoir un effet mondial. Un groupe enraciné dans une région peut recruter à l'étranger. Un attentat peut viser moins une victoire militaire immédiate qu'un choc psychologique, politique et médiatique. Pour comprendre ces guerres, il faut repartir de Clausewitz, même si cet épisode n'est pas consacré principalement à lui. Clausewitz définit la guerre comme une continuation de la politique par d'autres moyens. Cette formule veut dire que la guerre n'est pas une violence pure, sans logique. Elle est un instrument au service d'un objectif politique. Un État fait la guerre pour imposer une volonté, défendre un intérêt, obtenir un territoire, contraindre un adversaire, modifier un rapport de force. La guerre est violente, mais elle reste liée à une intention. Les guerres irrégulières mettent ce modèle à l'épreuve. D'un côté, elles semblent le contredire. Pourquoi ? Parce que les acteurs ne sont pas toujours des États, parce qu'il n'y a pas toujours de front, parce que la distinction entre combattants et civils peut être volontairement brouillée, parce que la victoire ne prend pas forcément la forme d'une bataille décisive, parce que le conflit peut durer des années sans moment clair de conclusion, parce que l'adversaire ne cherche pas toujours à conquérir une capitale ou à signer un traité, parce que la violence peut être transnationale, circuler d'un territoire à l'autre et toucher des civils très loin du champ de bataille. Mais d'un autre côté, les guerres irrégulières ne rendent pas Clausewitz inutile. Elles obligent plutôt à le relire. Même lorsqu'un groupe n'est pas un État, il peut avoir un projet politique. Même lorsqu'il utilise le terrorisme, il poursuit un objectif: intimider, provoquer, recruter, polariser une société, affaiblir un gouvernement, obtenir le départ d'une puissance étrangère, créer un territoire, imposer une idéologie, prétendre incarner une communauté. La violence reste donc souvent au service d'une finalité politique ou idéologique. Ce qui change, ce sont les acteurs, les moyens, les espaces et le rapport au temps. Prenons le terrorisme. Il faut être très rigoureux avec ce mot parce qu'il est souvent utilisé de manière floue ou polémique. Dans le cadre de ce thème,
On peut le comprendre comme une méthode d'action violente visant à frapper les esprits, à produire de la peur, à influencer une population ou un pouvoir politique. Le terrorisme n'est pas seulement un acte violent, c'est un acte violent pensé pour avoir un effet au-delà de ses victimes immédiates. Un attentat ne cherche pas seulement à tuer, il cherche à faire voir qu'il tue, il cherche à produire un message, il cherche à créer une rupture dans le quotidien, il cherche à montrer que l'État ne protège plus totalement, il cherche à pousser la société visée à la panique, à la division, parfois à la surréaction. C'est pour cela que le terrorisme est une violence à très forte dimension médiatique. L'impact politique d'un attentat dépend aussi de sa diffusion, de son interprétation, de sa reprise dans les médias, de la manière dont les gouvernements répondent et de la manière dont les sociétés réagissent. L'exemple d'Al-Qaïda est central. Al-Qaïda n'est pas un État, c'est une organisation djihadiste transnationale. Elle fonctionne en réseau avec des cadres, des relais, des camps d'entraînement, des financements, des alliances, des franchises ou des groupes affiliés. Son objectif n'est pas seulement local. Elle veut porter le combat à l'échelle mondiale, en particulier contre les États-Unis et leurs alliés, qu'elle présente comme des ennemis de l'islam. Sa violence est donc à la fois idéologique, politique, symbolique et stratégique. Les attentats du 11 septembre 2001 montrent cette logique de manière spectaculaire. 4 avions sont détournés, 2 frappent les tours du World Trade Center à New York, 1 frappe le Pentagone, un 4e s'écrase en Pennsylvanie. L'objectif est militaire, économique, symbolique et psychologique à la fois. Le World Trade Center représente la puissance économique américaine. Le Pentagone représente la puissance militaire. Le mode opératoire transforme des avions civils en armes. Et les images sont vues dans le monde entier. Militairement, Al-Qaïda ne peut pas vaincre les États-Unis dans une guerre classique, mais ce n'est pas ce que l'organisation cherche. Elle cherche à frapper une puissance supérieure là où elle ne s'y attend pas, à provoquer une réaction, à attirer les États-Unis dans des conflits longs, à nourrir un récit de guerre globale, à recruter en présentant l'intervention américaine comme une preuve de son propre discours. C'est ici qu'intervient la notion de guerre asymétrique. Un conflit asymétrique oppose des adversaires dont les moyens sont profondément inégaux. D'un côté, une armée puissante, souvent étatique, avec aviation, satellites, drones, forces spéciales, renseignements, logistique, puissance financière. De l'autre, un acteur plus faible qui ne peut pas affronter directement cette puissance, mais qui cherche à exploiter ses vulnérabilités. Le temps long, le terrain, la population, l'opinion publique, la médiatisation, le coût politique des pertes, la difficulté à distinguer combattants et civils. Dans une guerre asymétrique, le plus faible ne cherche pas à être plus fort. Il cherche à empêcher le plus fort d'utiliser pleinement sa force. C'est une idée très importante. Une armée peut gagner toutes les batailles et ne pas gagner la guerre. Elle peut contrôler le ciel, détruire des camps, éliminer des chefs, occuper un territoire sans réussir à produire une paix durable. Parce que le cœur de ce type de conflit n'est pas seulement militaire. Il est aussi politique, social, idéologique, territorial, informationnel. La guérilla fonctionne selon cette logique. Elle refuse souvent la bataille frontale, elle frappe puis se disperse. Elle utilise le terrain, les montagnes, les forêts, les villes, les frontières. Elle cherche à user l'adversaire, à rendre l'occupation coûteuse, à maintenir une insécurité permanente. Elle ne gagne pas forcément en détruisant l'armée ennemie. Elle peut gagner en l'épuisant, en la délégitimant, en la poussant à partir. Avec Daesh, le modèle devient encore plus complexe. Daesh, ou l'organisation dite État islamique, ne fonctionne pas exactement comme Al-Qaïda. Les deux groupes partagent une matrice djihadiste, une logique transnationale et un usage du terrorisme, mais ils ne sont pas identiques. Al-Qaïda est surtout un réseau mondial dont les actions visent à frapper des ennemis lointains et à incarner un djihad global. Daesh, lui, a cherché à construire une forme d'État territorial, en particulier en Irak et en Syrie. Il a conquis des villes, administré des populations, levé des impôts, contrôlé des ressources, mis en scène une souveraineté, proclamé un califat, imposé sa loi par la terreur. Ce point est capital pour le BAC. Daesh est à la fois un acteur terroriste, un groupe insurgé, une organisation de propagande et une puissance territoriale temporaire. Il combine plusieurs formes de guerre, attentats, guérilla, guerre de conquête, guerre défensive, administration violente d'un territoire. Cela met Clausewitz à l'épreuve d'une manière différente. Avec Al-Qaïda, la difficulté principale vient du caractère transnational et réticulaire de l'organisation. Où est l'ennemi? Où commence et où finit le champ de bataille? Comment vaincre un réseau qui peut se reconstituer ailleurs? Avec Daesh, la difficulté vient aussi de l'ambiguïté entre groupes non étatiques et projets quasi-étatiques. Daesh n'est pas un État reconnu, mais il cherche à exercer des fonctions étatiques sur un territoire, contrôler, gouverner, taxer, punir, recruter, communiquer,
Imposer une identité politique et religieuse. Les États ont répondu à ces menaces par des moyens militaires, policiers, juridiques, diplomatiques et numériques. Après le 11 septembre, les États-Unis lancent la guerre contre le terrorisme, avec notamment l'intervention en Afghanistan. Contre Daesh, une coalition internationale se forme à partir de 2014 et soutient des forces locales en Irak et en Syrie. Les frappes aériennes jouent un rôle important, mais elles ne suffisent pas. La reprise de territoires comme Mossoul ou Raqqa montre que la guerre contre Daesh nécessite aussi des opérations au sol, des alliances locales, du renseignement, de la stabilisation et une reconstruction politique difficile. La chute territoriale de Daesh ne signifie donc pas la disparition complète de la menace. C'est un autre point à retenir. Dans une guerre irrégulière, la victoire militaire peut être réelle mais incomplète. Un territoire peut être repris, un chef peut être tué, une organisation peut être affaiblie, mais l'idéologie, les réseaux, les cellules dormantes ou les groupes affiliés peuvent en survivre. C'est pour cela que les guerres irrégulières posent un problème majeur aux États. Comment terminer la guerre? Dans une guerre classique, il existe souvent une scène de fin, un armistice, une capitulation, un traité, une occupation, une conférence de paix. Dans une guerre contre une organisation terroriste ou une guérilla transnationale, la fin est beaucoup plus floue. Qui signe la paix? Avec qui négocier? Comment savoir que l'adversaire est vaincu? Comment empêcher qu'il renaisse ailleurs? Comment traiter les causes politiques, sociales ou idéologiques qui ont permis son développement? Les guerres irrégulières brouillent aussi le droit de la guerre. Le droit international humanitaire distingue notamment les conflits armés internationaux entre États et les conflits armés non internationaux qui peuvent opposer un État à un ou plusieurs groupes armés organisés ou des groupes armés entre eux. Mais sur le terrain, les situations sont souvent très complexes. Un conflit peut commencer comme une guerre civile, attirer des puissances étrangères, impliquer des groupes transnationaux, se prolonger dans plusieurs pays, mêler opérations militaires, terrorisme, interventions clandestines et affrontements locaux. C'est exactement ce que l'on observe dans plusieurs conflits contemporains. Des États sont présents, mais ils ne contrôlent pas tout. Des groupes armés non étatiques jouent un rôle central. Les frontières sont franchies, les civils sont exposés, les images circulent. Les opinions publiques internationales deviennent un enjeu. On comprend alors pourquoi le thème s'appelle Faire la guerre, faire la paix. Les formes de guerre conditionnent les formes de paix. Si la guerre oppose deux États, la paix peut passer par un traité. Si la guerre oppose un État et une organisation terroriste transnationale, la paix ne se construit pas de la même manière. Si la guerre se déroule dans un État effondré, il ne suffit pas de vaincre militairement un groupe. Il faut reconstruire des institutions, sécuriser le territoire, rétablir des services publics, gérer des mémoires, réinsérer des combattants, éviter les représailles, traiter les causes du conflit. Voilà pourquoi une armée puissante peut être en difficulté face à un adversaire irrégulier. Ce n'est pas forcément parce qu'elle est faible, c'est parce que la supériorité militaire ne règle pas tout. Face à une guérilla, il faut contrôler le terrain et la population, pas seulement gagner des batailles. Face au terrorisme, il faut protéger sans renoncer à l'état de droit. Face à un groupe transnational, il faut coopérer avec d'autres États, surveiller les financements, contrôler les frontières, agir en ligne, prévenir la radicalisation, mais aussi éviter les réponses qui alimentent le récit de l'ennemi. Les guerres irrégulières obligent donc à penser la guerre comme un phénomène total, mais pas au sens d'une mobilisation totale de la société comme au XXe siècle. Totale au sens où elle touche à la fois la sécurité, la politique, l'information, l'économie, les identités, les territoires, les mémoires et le droit. Pour le bac, la question importante n'est pas Clausewitz avait-il raison ou tort? La bonne question est plus subtile. Que reste-t-il du modèle clausewitzien dans les guerres irrégulières et qu'est-ce qui est transformé? Il reste l'idée que la guerre est liée à une finalité politique. Al-Qaïda et Daesh utilisent la violence pour imposer une vision du monde, provoquer des réactions, recruter, contrôler, déstabiliser ou construire un projet politique. En ce sens, la guerre reste bien liée à la politique. Mais ce qui change profondément, c'est le cadre. Ce ne sont plus seulement des États qui s'affrontent. La bataille décisive n'est plus toujours centrale. Les civils deviennent des cibles ou des enjeux. Le champ de bataille peut être mondial. La frontière entre guerre extérieure et sécurité intérieure devient floue. La victoire devient difficile à définir. La paix devient difficile à construire. On peut donc conclure que les guerres irrégulières ne font pas disparaître la logique politique de la guerre, elles la déplacent. Elles montrent que la violence armée contemporaine peut être politique sans être étatique, stratégique sans être régulière, mondiale sans être menée par une grande puissance, et durable sans produire de victoire claire.
Retiens cette phrase. Dans les guerres irrégulières, le plus faible ne cherche pas toujours à vaincre le plus fort. Il cherche souvent à l'épuiser, à le déstabiliser et à rendre sa puissance insuffisante. Et pour le bac, garde surtout cette idée. Les guerres irrégulières ne remplacent pas totalement les guerres classiques, mais elles obligent à repenser les acteurs, les formes et les objectifs de la guerre contemporaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.